Et 14h30 à Paris, bienvenue dans votre rendez-vous Derrière l'image. On continue à vous faire vivre ces événements en cours au Moyen-Orient. Je vous en parle depuis plusieurs heures maintenant. Le témoignage de ces opposants iraniens, un témoignage extrêmement rare porté par Julie Dungeloff aujourd'hui. Bonjour Julie, Bonjour merci Elisabeth. d'être avec nous. On a vu hier le document exceptionnel que vous nous avez proposé à l'antenne, mis en forme par plusieurs journalistes de la rédaction, notamment les observateurs de France 24. Ces récits extrêmement difficiles à capter depuis l'étranger parce qu'il n'y a plus d'internet en Iran. On va commencer, c'est la tradition, par une image, un cliché. On le voit peut-être à l'écran tout de suite. Racontez-nous ce qu'il nous dit. De quoi est-ce qu'il s'agit exactement ? Alors c'est une photo qui a été diffusée sur le canal Vaid Online, qui est une chaîne Telegram tenue par un opposant iranien. Parce que vous le disiez, Elisabeth, il n'y a pas de journalistes étrangers qui peuvent entrer en Iran. Seul le journaliste de CNN a pu entrer. Heureusement, nous avons des témoignages grâce à Siavosh Ghazi. Donc voilà, moi je me sers pas mal de cette chaîne Vaid Online. Et pourquoi j'ai choisi cette photo ? Parce que d'une part, ça ne met en danger personne de montrer cette frappe en question. Parce que vous savez, toute personne qui témoigne peut être traquée par les autorités, d'autant plus en ce moment. Et j'ai choisi cette photo parce qu'elle a été prise à Kerman hier. Et ce qu'on voit sur cette photo, c'est une frappe sur l'aéroport de Kerman. Kerman, c'est une ville dans le sud-est de l'Iran, et notamment sur des infrastructures pétrolières, une fois de plus, après les frappes qui ont eu lieu ce week-end. Et lorsque j'ai pu m'entretenir avec des Iraniens ces derniers jours, ces frappes-là en particulier les inquiètent énormément. Voilà pourquoi j'ai choisi cette photo. On a vu, il faut le redire, des images complètement hallucinantes, impressionnantes, de la nuit en plein jour, après ces frappes contre des sites pétroliers. Beaucoup de réactions, j'imagine, du côté de Téhéran. Oui, tout à fait. Donc le week-end dernier, Israël a frappé de nombreux dépôts pétroliers. Et donc on a vu ces images hallucinantes de nuit d'explosions orangées. Et puis le lendemain, la capitale, Téhéran, qui était plongée sous une pluie de pétrole. Et voilà, on voit notamment des images. Et lorsque on contacte la population lundi matin, avec notamment Ershad Alejani, qui est journaliste aux Observateurs de France 24, évidemment, tout le monde nous parle de ces frappes du week-end. D'une part, parce que l'air est irrespirable dans la capitale. Une de nos témoins a décidé même de quitter la capitale tant l'air y était irrespirable. Et deux autres témoins nous disent: mais pourquoi ont-ils choisi de frapper ces infrastructures dont la population a tant besoin? Pourquoi ? Parce que frapper ces infrastructures pétrolières, ça veut dire des files d'attente interminables aux stations essence. C'est ce que nous disent deux témoins avec lesquels nous avons pu parler, des files d'attente de 2h30, 3 heures pour obtenir un peu d'essence, qui fait craindre évidemment des problèmes d'approvisionnement bien plus larges, de l'alimentation qui ne parvient plus. Ce qu'ils nous disent également, c'est que jusqu'à présent, ils avaient accès aux matières de première nécessité, à de la nourriture, etc. Et ils craignent que du fait de répétition de ces frappes, ils ne puissent plus avoir d'accès aux médicaments, à la nourriture, etc. Et ce que nous disent les gens, c'est: il y a tant d'appareils répressifs, il y a tant de commissariats, il y a tant de casernes, il y a tant de... Pourquoi frappe-t-il ce qui va pénaliser la population, en tout cas ses opposants avec lesquels nous avons pu parler, qui, eux, sont plutôt des soutiens à cette guerre. Donc voilà, il y a une sorte d'incompréhension. Dans la foulée de ces frappes, il faut rappeler que Donald Trump a annoncé la fin imminente de la guerre. Comment elle a réagi, la population iranienne, à ces propos ? Évidemment, de manière très, très mitigée. En tout cas, les opposants avec lesquels nous avons pu parler ont du mal à comprendre la ligne de Trump, là où nous aussi, journalistes, parfois avons du mal à suivre les différentes déclarations du président américain. Je vous propose d'écouter deux témoignages qu'on a pu recueillir donc avec Ershad Alejani des Observateurs qui vous disent quand même quelque chose de l'état d'esprit de la population. Je ne veux pas que cette guerre s'arrête, c'est-à-dire que je ne veux pas qu'ils nous abandonnent. Si elle s'arrête maintenant, alors que le régime est très frustré car ils ont été profondément humiliés, cela aggraverait notre situation. Notre attente initiale était tout autre. Que ce régime change, que les intérêts de la majorité du peuple soient assurés, plutôt que simplement affaiblir l'Iran militairement. C'est un peu différent des attentes de Trump.
Bon, évidemment difficile de prédire ce qui va se passer dans les prochains jours. En tout cas, pour le moment, la fin n'a pas l'air très imminente quand on voit ce qui se passe, notamment dans le détroit d'Ormuz et ces bombes, ces frappes qui s'accentuent même aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors, on a pu s'entretenir également avec un homme qui travaille pour le bureau du président iranien, Pezeshkian, et qui nous dit, évidemment, sous couvert d'anonymat, quel scénario lui envisage. Et il voit 2 scénarios possibles. Le premier scénario, c'est qu'en effet, étant donné que cette guerre coûte quand même considérablement aux États-Unis, notamment et surtout aux États-Unis et aux Israéliens, que les Américains trouveront un prétexte pour arrêter cette guerre, pour pouvoir proclamer leur victoire et dire, voilà, c'est une très grande guerre, on a obtenu ce qu'on voulait, on a affaibli considérablement l'Iran, son programme balistique, son programme nucléaire, on a affaibli les gardiens de la révolution et maintenant, on va faire un great deal, comme disent les Américains. Et ce que nous dit cet homme au bureau du président iranien, c'est ce serait terrible pour la population parce que, je cite, bienvenue en Corée du Nord. Ça voudrait dire que l'appareil répressif pourrait être encore plus terrible contre les opposants iraniens. Cet homme nous parle d'un deuxième scénario auquel il a l'air de moins croire. Ce serait un scénario dans lequel les gardiens de la révolution seraient extrêmement affaiblis, le pouvoir iranien serait extrêmement affaibli et donc ne disparaîtrait pas pour autant du pays, mais se murait en une sorte de milice, tel le Hezbollah, avec une capacité de nuisance extrêmement forte. Alors maintenant, il faut imaginer les différents scénarios possibles pour les États-Unis et pour les Israéliens. Et là, les intérêts divergent probablement entre les 2 pays, entre les 2 puissances qui pourtant font guerre ensemble. Trump n'arrête pas de parler d'un scénario à la vénézuélienne. Vous vous souvenez, Delcy Rodriguez avait remplacé Maduro après l'attaque américaine. C'est un scénario que Trump répète à longueur d'interview et pourtant ça semble assez peu probable tant le régime iranien n'a rien à voir avec le régime vénézuélien. Mais donc il se pourrait que Trump décide que l'un des personnes puisse prendre la suite et que le régime ne tombe pas. Et ça serait évidemment terrible, on l'a entendu pour la population, là où les Israéliens parlent de casser les os du régime. Donc voilà, on va voir ce qui se passera dans les jours qui viennent, évidemment, et on va surtout voir si les États-Unis décidaient d'arrêter cette guerre, comme Trump a l'air de le laisser entendre, est-ce que les Israéliens suivraient ? Bon, en tout cas, notamment sur la question du timing et de la durée de ce conflit, on n'est pas d'accord non plus. Les Américains parlent de fin imminente du conflit, alors que les Israéliens nous répètent à tout bout de champ que ça va s'éterniser et qu'on est très loin de l'objectif primaire. Dimanche, on a assisté quand même à la nomination d'un nouveau guide suprême. Ali Khamenei a été abattu lors d'une frappe. On a assisté tout à l'heure à cette nouvelle démonstration de force du régime des Mollahs, l'enterrement de 7 hauts commandants qui ont été tués aux côtés d'Ali Khamenei, son fils, donc Mojtaba Khamenei, qui a été nommé. Successeur reste invisible, on le dit sain et sauf, mais a priori blessé, selon les services de renseignement israéliens, le Mossad. En tout cas, l'Iran a quand même réussi à mettre sur ce fauteuil un nouvel homme fort. Oui, ça aussi, ça a été terrible pour les opposants avec lesquels nous avons pu parler en Iran. C'est cette annonce le 8 mars dernier que le Conseil des experts avait choisi un nouveau Khamenei pour prendre la suite. Et d'ailleurs, très vite, peut-être qu'on peut entendre ces sons qui ont résonné aux fenêtres, notamment dans un quartier contestataire de Téhéran, lors de l'annonce à la télévision d'État de Mojtaba Khamenei. Eh bien, très vite, des gens se sont pressés. Donc, c'est pas ça. Ça, c'est voilà, ça, c'est pardon, ça, c'est la confirmation par le fils du président iranien, ce message qu'on voit de télégramme, eh bien, ce n'est pas ça non plus. Voilà, ce qu'on cherche à voir, ce sont ces images de tours, d'habitations, dans des quartiers anti-régime, finalement, dans les quartiers d'opposants, où on entend ces femmes et ces jeunes gens. Ça, c'est les gens qui célèbrent la mort de Khamenei. Et donc, le 8 mars, lorsque on annonce que c'est Mojtaba Khamenei qui prend la suite de son père, on entend crier au balcon les gens « Mort à Mojtaba ». Voilà, c'est ces images-là, « Mort à Mojtaba », en référence à ces cris
qu'ils avaient scandé au mois de décembre et janvier dernier, mort à Khamenei, mort à Khamenei. Ce que l'on sait aujourd'hui sur cet homme, c'est qu'en effet, il ne s'est pas montré en public. Ce qui circule pour l'instant, ce sont uniquement des photos de lui. Et donc ou des cartons. On voyait ce carton tout à l'heure avec son visage accolé dessus. Et ce qui est intéressant, c'est que le fils du président Pezeshkian a posté un message sur son compte Telegram pour indiquer qu'il avait des informations via son entourage, voilà ce message, via son entourage, que le fils de l'ancien guide suprême était bien vivant, mais qu'il était blessé et donc en sécurité. Donc c'est la seule confirmation qu'on a pour l'instant du fait qu'il est bien vivant, parce qu'il y avait énormément de rumeurs qui circulaient sur les réseaux sociaux comme quoi il avait été tué, notamment parce que son père a été tué, sa mère a été tuée, sa femme a été tuée. Bon, bref, ils ont été énormément à être tués le 28 février dernier. Et puis, je vous propose de regarder une vidéo qui a été postée notamment par une chaîne de télévision iranienne, une chaîne internationale, que Mariam Pierzadeh a repérée aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est une vidéo où on voit Khamenei Junior en forme de Lego, faute de le voir de manière physique. Voilà, on voit cette proclamation du fait que Mojtaba Khamenei a été choisi comme nouveau guide suprême. Donc vous voyez, c'est assez particulier la manière dont les choses se passent également sur les réseaux sociaux et dans les médias iraniens. Et oui, cette absence évidemment qui inspire les réseaux. On vous montrait il y a quelques instants ce carton à l'effigie donc du nouveau guide suprême, toujours invisible, mais quand même toujours en place. Et tout à fait. Et ce que je vous propose, c'est d'écouter justement les réactions qu'on a recueillies et quelques heures seulement après sa nomination de la part donc de ses opposants iraniens avec lesquels nous avons pu parler. La désignation de Mojtaba Khamenei, c'est la pire nouvelle qu'on pouvait nous annoncer pendant cette guerre, alors qu'on vit dans des conditions difficiles. Ça m'a procuré une horrible sensation, la pire qu'on puisse éprouver. J'espère que, comme ils le disent, ils l'élimineront rapidement, parce que le peuple, aussi divisé soit-il, a un point commun, vouloir en finir avec la République islamique. Depuis cette nomination, nos espoirs se sont estompés. On a l'impression que peut-être ils vont annoncer la fin de la guerre sans aucun résultat concret et que les objectifs du peuple ne se réaliseront pas. Retour à la case départ, voire pire. Voilà, on ne cesse de le répéter aujourd'hui, mais cette République islamique, ce régime, il est certes affaibli, mais il reste en place, il tente de se maintenir et il envoie des messages au monde aujourd'hui encore. Oui, tout à fait. Il faut bien imaginer que la République islamique, lorsqu'elle a été créée en 1979, après la Révolution, elle a été créée dans ces institutions pour résister à ce type de moment. Et c'est ce qu'ils essayent de prouver au monde aujourd'hui. La République islamique, c'est des structures parallèles. C'est à la fois une république avec un président fantoche, avec une armée régulière, avec une police, etc. Et c'est aussi toute cette structure parallèle avec ce guide suprême, les gardiens de la Révolution, les Bassidji, qui est cette milice paramilitaire notamment responsable de cette répression sanglante du mois de janvier dernier. Ce que nous disent nos témoins aujourd'hui sur place, c'est ce qu'ils peuvent voir, c'est que les checkpoints sont toujours très présents, avec des très jeunes hommes notamment, donc ce qui expliquerait probablement un recrutement. Ce que nous disent d'autres sources sur place, c'est que les Bassidji changent de position pour ne pas être sujets aux frappes israéliennes et américaines, qu'ils occuperaient notamment des bâtiments civils. Mais ce qu'il faut en effet retenir, c'est que pour l'instant, la République islamique semble en effet se maintenir. Et l'Iran continue à viser des infrastructures énergétiques et pétrolières, but que le coût de la guerre soit le plus important possible. Oui, c'est ça. Certains disent que l'Iran réplique de manière totalement erratique. En réalité, on a l'impression que ces frappes sont relativement ciblées aujourd'hui, notamment lorsqu'ils ciblent des infrastructures énergétiques, des usines de dessalement, notamment dans les pétromonarchies, ces pays qui sont absolument dépendants de ces usines de dessalement, tant le climat est aride et qu'ils ont besoin de cette eau pour pouvoir alimenter notamment leur population. On voit ce blocage du détroit d'Ormuz par lequel transite 20% du pétrole mondial. Donc on voit à quel point tout cela a un impact sur les États-Unis, sur les pays européens, et c'est une guerre d'usure qui est en train de mener l'Iran, avec notamment ces drones Shahed, des drones qu'ils produisent de manière industrielle, qui ne coûtent pas cher, bien qu'on ne sache pas aujourd'hui, par exemple, où
en est exactement le stock balistique de l'Iran et quelle est sa capacité de nuisance dans les prochaines semaines. Voilà, avec toutes ces conséquences et ces répercussions très concrètes aujourd'hui, on va continuer à évidemment commenter ces différentes annonces sur cette tension, cette guerre énergétique qui est en train de se jouer. On apprend à l'instant que la Grèce va donc plafonner maintenant les marges sur les prix des carburants alors que les États-Unis aussi envisagent d'ouvrir leurs réserves stratégiques. L'annonce a déjà été faite par l'Allemagne, par le Japon et on attend évidemment de façon assez imminente la déclaration d'Emmanuel Macron à ce propos. Est-ce que la France, elle aussi, puisera ou pas dans ses réserves? Merci beaucoup, Julie Dungelov, d'avoir porté la voix de ces opposants iraniens, toujours dans leur pays, qui espéraient tant de cette intervention américaine et qui sont si désabusés aujourd'hui. On va résumer la chose ainsi. Restez avec nous.